bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Commer. Merci encore de votre présence. Alors, Monsieur Commer, vous avez fait un long voyage et là, aujourd'hui, vous prenez pied sur un territoire traumatisé. Alors, vous êtes spécialiste de gestion géopolitique de l'eau, vous intervenez sur le bassin du Nil, sur les territoires du Tigre et de l'Euphrate, donc peut-être que le terme va vous paraître un petit peu exagéré, mais je pense que dans l'assistance, vous comprenez ce que je veux dire. Pour nous, manquer d'eau, comme on a pu faire en 2022, sur un territoire qui a pu croire qu'il ne manquerait jamais d'eau, ou en tout cas la France entière considérait que nous ne manquerions jamais d'eau, peut-être en 1976, pour ceux qui ont cette mémoire, ça a été un grand choc. Et vous êtes également, par vos fonctions, sensible à la dimension culturelle autour de la gestion de l'eau, et donc je pense que vous comprendrez ce choc. Mais c'est un choc qui a très vite amené des questionnements, puisque nous sommes un territoire presque ilien, on pourrait dire, entouré par la mer au bout, ou plus exactement au commencement de l'Europe, et donc un territoire qui est très engagé, très créatif, avec une forte solidarité entre les habitants, entre les acteurs économiques, et qui a pour habitude de confronter à des problèmes, de trouver des solutions. Et c'est bien pour parler de solutions que nous sommes réunis cet après-midi. Alors cette notion de créativité, de solidarité et de coopération, vous y êtes également très sensible, c'est votre domaine, et vous nous parlerez ce soir d'hydrodiplomatie, concept dont vous êtes à l'origine, mais ça c'est le teasing pour la conférence de ce soir. C'est également cette notion de solidarité, de coopération, un sujet qui est très important pour Audubon, puisque ça fait partie des valeurs fondatrices de ce que nous sommes, société publique locale, créée par des collectivités publiques. Nous sommes une société de droit privé, mais qui agit pour le compte et exclusivement pour le compte des collectivités publiques qui en sont actionnaires, et notamment Brest Métropole, qui est également l'organisatrice ici des Journées mondiales de l'eau. Et donc ce contexte de coopération, c'est essentiel. On parle même, parfois on se décrit nous-mêmes en tant que coopératif de collectivité. Et c'est vrai que je pense que c'est un modèle, ce modèle de société publique locale, qui peut peut-être vous intéresser et qui mérite d'être souligné, puisqu'il permet, c'est un modèle hybride, qui permet de mutualiser les investissements, de mutualiser les infrastructures, mais tout en gardant cette dimension de gestion publique de l'eau, de contrôle par les citoyens et les élus qui les représentent. Alors, modèle société publique locale de l'eau, d'accord, pourquoi est-ce que ça nous rendrait particulièrement concernés par le sujet de la réutilisation de l'eau usée traitée, la fameuse REUT dont nous allons parler cet après-midi? Eh bien parce que, précisément, nous agissons en responsabilité, et nous agissons aussi dans une logique de performance et de sobriété, d'économie de ressources. Nous sommes particulièrement concernés par ce sujet parce que nous gérons à Audubon le petit cycle de l'eau. Alors, mes excuses pour ceux qui sont bien sûr experts déjà de ce sujet, mais peut-être un petit rappel, ce petit cycle de l'eau, donc, qui consiste à gérer l'eau à partir du moment où on la prélève dans une eau de surface ou une nappe. Ici, c'est quasiment exclusivement des eaux de surface, sujet d'ailleurs qui nous rend particulièrement exposés merci Fabienne, qui peut nous rendre exposés à la sécheresse. Donc prélever l'eau, la traiter, la rendre potable, la transporter, la stocker, la distribuer jusqu'au robinet de l'usager, qu'il soit un usager domestique ou un usager industriel ou institutionnel. Petit cycle de l'eau qu'on oppose généralement au grand cycle qui concerne tout ce qui est la circulation de l'eau depuis les rivières, les eaux de surface, les glaciers aussi, et puis qui par le biais de l'évaporation intègre les océans, grand cycle que vous connaissez. Donc nous, Audubon, c'est le petit cycle de l'eau. Et on voit qu'en fait, on parle ce sont des boucles, la boucle du petit cycle, du grand cycle. Vous connaissez sans doute, pour la majorité d'entre vous, le syndicat de bassin de l'Élorn, qui gère la rivière et notamment le lac du Drennec. Et bien cet enjeu sur la REUT, je crois que l'idée, c'est de créer une troisième boucle
une petite boucle au sein de cette boucle. C'est que avant de restituer l'eau au milieu, donc j'ai parlé de traitement de l'eau potable, ensuite on la collecte, on la retransporte à nouveau, on la traite, on la restitue propre au milieu. Et bien avant de la restituer au milieu, on peut réutiliser cette eau pour d'autres usages, ce qui permet d'éviter d'utiliser de l'eau potable, donc d'économiser de la ressource, mais également l'énergie, les réactifs qui sont essentiels, qui sont nécessaires pour produire cette eau potable. Et cette interaction entre eau et énergie, c'est aussi, je crois, un sujet qui vous est cher. Donc, en tant que professionnels de l'eau, nous sommes évidemment, et du petit cycle de l'eau, nous sommes particulièrement concernés et impliqués sur ce sujet, et je vous annonce que Auduponant sera en mesure, dans le cadre d'une expérimentation, j'en dis pas plus pour l'instant, on en saura un peu plus tout à l'heure, de commencer à produire de l'eau traitée sur deux de nos stations d'épuration, l'une sur le territoire de Brest Métropole et l'autre sur le territoire de Landerneau-Davos, pour commencer à rentrer dans les usages, bien sûr les usages qui sont aujourd'hui conformes à la réglementation. Les représentants des services de l'État qui sont présents aujourd'hui qu'ils se rassurent tout de suite, mais ça va déjà nous permettre de commencer à rentrer dans cet usage, parce que finalement la RUT, on en parle beaucoup, mais en France on n'en voit pas tant que ça, et vous allez nous montrer que nous sommes peut-être un pays un petit peu atypique de ce point de vue. Alors, Auduponant concerné par la RUT en tant qu'acteur de l'eau, mais aussi en tant qu'acteur local, je le redis, SPL, Société publique locale, et ici local, ça veut dire littoral. Or, cette dimension littorale, sur le sujet de la gestion, de la réutilisation de l'eau traitée, c'est une question essentielle en réalité et qui n'est pas toujours abordée. On commence à parler beaucoup de RUT dans les médias. On n'aborde pas forcément cette question-là, et je l'ai évoqué, j'ai dit restitution de l'eau au milieu, et donc avant de la restituer au milieu, on peut la réutiliser, et c'est vrai que cette dimension littorale donne une signification, une dimension particulière à la RUT. Là aussi, je laisse. Je vais laisser les spécialistes nous donner plus de détails. Donc nous avons la chance d'avoir différents intervenants, experts, témoins de ce sujet, que je remercie tous très, très chaleureusement d'avoir accepté de nous livrer leur regard sur ce sujet, et donc tout particulièrement M. Fadi Comer, qui va nous permettre de prendre un peu de hauteur sur ce sujet et de voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Merci beaucoup. Bonjour Fadi Comer. Bonjour. Ça va ? Ça va, vous allez bien. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, vous avez de nombreuses références, je ne vais donc n'en citer que quelques-unes. Vous êtes entre autres président du programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous partagez votre vie entre Chypre, la France, le Liban aussi, je crois, et Audierne. Il faut le dire, Bien vous sûr. passez vos vacances. Vous allez aujourd'hui nous orienter vers des perspectives pour une gestion hydrique durable. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, pour votre accueil. Je suis ravi d'être parmi vous à Brest pour échanger sur un sujet d'une importance capitale de votre région et aussi de la France et aussi de la Méditerranée. La réutilisation des eaux usées, en ces temps marqués par des défis climatiques, il est impératif de penser à revaloriser cette réutilisation des eaux usées. On est en train de payer de l'argent pour la purifier et puis la déverser dans les cours d'eau ou bien dans la mer. Or, avec le changement climatique, on sait très bien, selon nos calculs, selon les options que nous avons étudiées à l'Institut de Chypre, c'est un centre d'excellence pour le changement climatique, le premier secteur qui va s'effondrer dans la région de la Méditerranée, c'est le secteur agricole. C'est la raison pour laquelle il va falloir repenser notre stratégie pour les générations futures et essayer de mettre le concept de la gestion de la demande. C'est un concept très important. Et si on n'arrive pas à bien qualifier ce concept, on ne pourra jamais proposer une nouvelle stratégie pour faire face aux aléas climatiques. Je souhaiterais particulièrement vous remercier, Madame la Directrice Générale, remercier aussi Madame Chaline pour votre soutien, votre engagement.
Certes, le sujet que je vais présenter ce soir, c'est l'hydrodiplomatie, mais aujourd'hui, cet après-midi, avec vous, je remets ma casquette d'ingénieur. J'ai conçu durant ma carrière en tant qu'ingénieur une trentaine de stations d'épuration, une vingtaine de barrages, une trentaine de stations de pompage d'eau potable et plusieurs périmètres d'irrigation aussi, que ce soit en France, au Liban ou à Chypre, et aussi quelques stations de dessalement d'eau de mer avec une vision stratégique, c'est d'utiliser les énergies renouvelables pour vraiment produire de l'eau propre à partir de l'eau de mer. Et l'empreinte carbone, on sait très bien qu'elle affecte, qu'elle impacte l'eau sur les territoires. Or, l'utilisation des énergies renouvelables est devenue un impératif afin de limiter l'empreinte carbone. Avec le dessalement d'eau de mer, on pense toujours à la saumure, aussi à l'Institut de Chypre. On a lancé un programme de recherche pour essayer de caler le zéro saumure dans le processus de dessalement. Je vais peut-être en dire quelques mots là-dessus. Et aussi, je voudrais vous dire que la finalité, ce qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser pour l'agriculture les nouvelles technologies d'irrigation telles que les technologies d'hydroponique afin de limiter aussi la consommation énergétique due au pompage, due à la consommation de l'eau et au gaspillage. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble tous ces problèmes-là, sachant qu'en France, on n'a jamais pensé qu'un jour, on aura des problèmes d'eau, des problèmes d'eau comme c'est le cas de la région du Moyen-Orient, comme c'est le cas de la région de la Méditerranée, des pays du Golfe, ce qui nous a empêchés historiquement à proposer une vision assez large de la réutilisation des eaux usées dans le domaine agricole et dans d'autres domaines que nous connaissons d'autres pays. Donc je vais commencer ma présentation par un exemple de la région MENA. La région MENA, c'est la région du Moyen-Orient et voilà, c'est là, voilà, parfait. Donc cette région-là est une région qui sera impactée par le défi du changement climatique, surtout que d'ici la fin de cette décennie, la quantité d'eau disponible par personne par an va tomber sous le seuil de la pénurie. C'est 500 mètres cubes par personne et par an. Donc cette région-là, d'ici 2050, aura besoin de 25 milliards de mètres cubes d'eau supplémentaires chaque année pour répondre à ses besoins, pour satisfaire ce concept de la gestion de la demande. Comme je vous ai dit dans mon introduction, si on n'arrive pas à caler ce concept dans une stratégie globale pour un pays, on n'arrivera jamais à satisfaire le besoin des générations futures. Donc, cette région devrait et nécessite la construction de 65 stations de dessalement de grande envergure pour essayer d'atteindre 700 millions de personnes avec la démographie galopante dans la région de la MENA. C'est vraiment une approche expansionniste des projets d'infrastructure tels que les barrages, tels que l'exploitation d'importation des ressources en eau aussi et le pompage des ressources en eau souterraine qui a atteint ses limites et qui crée aussi des conflits entre les pays, que ce soit les eaux souterraines ou bien les eaux surfaciques entre les pays. D'où le lien entre, on ne peut pas dissocier dans le domaine de l'eau un secteur d'un autre secteur. Tout est lié dans le domaine de l'eau. C'est vraiment l'eau pour tous et l'eau qu'on doit préserver pour les générations futures. Donc, il y a aussi l'importation de l'eau virtuelle. 50% des produits alimentaires qu'on importe en Égypte contiennent de l'eau virtuelle. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait voir
et étudier ce graphe qui a été proposé par la Banque mondiale. J'ai eu recours à mon fils qui gère le bureau de la Banque mondiale à Singapour maintenant, et je lui ai dit, est-ce que tu aurais un exemple probant pour montrer comment la pénurie d'eau dans la région MENA pourrait affecter les pays? Et voilà, on voit que la plupart des pays qui sont sur ce graphe se situent en dessous de la ligne rouge. La ligne rouge, c'est la pénurie totale de l'eau. Donc on voit que cette région-là va souffrir de l'eau potable, et cette région, elle est en quête de chercher d'autres sources. Donc c'est pour cela qu'on pense à la réutilisation des eaux usées. J'avais discuté ce matin avec Madame Chaline que dans les pays du Golfe, il y a en fait deux groupes de pays. Les pays qui se sont lancés dans le dessalement et en plus dans la réutilisation, et d'autres pays qui ont négligé la réutilisation de l'eau usée et qui font face à de graves problèmes. Donc cette pratique est certes une solution viable, permettant de faire face aux défis liés à la gestion durable de l'eau compte tenu du changement climatique et de cette raréfaction de l'eau. La réutilisation de l'eau, c'est une solution mondiale qui est appliquée partout, en Europe, aux États-Unis, qui a une valeur économique, mais cette valeur économique est complètement négligée du fait que les textes réglementaires n'ouvrent pas la voie, franchement, à imposer la réutilisation dans tous les pays au niveau mondial. Par exemple, je prends l'exemple des conflits entre pays, entre les pays. Nous avons 2 textes réglementaires très importants pour limiter les conflits entre les pays concernant les eaux transfrontalières, mais nous n'avons pas un texte onusien qui présente la nécessité d'utiliser cette eau traitée pour subvenir aux besoins des populations fragiles. Donc cette réutilisation passe par la collecte, le traitement, le stockage, la distribution et l'utilisation diversifiée. Ce que j'entends dans l'utilisation diversifiée, et c'est là où est notre sujet, c'est les eaux traitées qui peuvent être utilisées pour l'irrigation agricole, le lavage industriel, le refroidissement des systèmes industriels, l'arrosage des espaces verts urbains, ou même pour certains usages au sein des sites industriels, on peut l'utiliser pour l'eau en tant qu'eau domestique, comme à Singapour, comme dans d'autres pays aussi. Donc les filières de traitement, peut-être vous les connaissez tous. Comme je vous ai dit, on va en parler de ces filières de traitement. Il y a le traitement primaire, le traitement secondaire, le traitement tertiaire. Donc dans ce traitement tertiaire, c'est là où vraiment on envisage une réutilisation pour le secteur agricole, ou bien pour le secteur à usage domestique, ou bien pour d'autres affectations. C'est le degré de service qu'on déploie dans la purification de cette eau-là qui nous oriente vers cette réutilisation dans le cadre de ces objectifs précis et de ces techniques que l'on emploie pour éliminer les polluants, les contaminants, que ce soit des contaminants agricoles, domestiques, voire même industriels. Je me rappelle une fois dans le cadre d'une des stations que j'ai conçues au Liban sur le fleuve de Litani, que j'ai eu l'honneur aussi de présider, le bassin de Litani, avant d'être nommé directeur général du ministère du Liban. Cette station-là avait une conception, a été conçue durant les années 80, qui n'a pas été exécutée, pour éliminer les polluants domestiques et agricoles. Or, avec les années, la pollution du barrage de Karmoun, qui était affectée par une pollution industrielle, nous a obligés de changer le concept et de passer à l'élimination des polluants industriels. Donc, c'est un concept qui devient plus coûteux dans la mise en œuvre de cette station.
Les techniques de traitement des eaux usées, c'est, comme je vous l'ai dit, il y a des traitements bactériologiques par rayons ultraviolets, des traitements par voie physico-chimique. C'est des filières qui sont connues par tous les experts dans le domaine. Mais si vraiment on revient sur l'objectif de la région MENA, l'évolution de l'assainissement dans cette région fait face à des défis d'assainissement majeurs en raison des conditions arides de cette région, d'une croissance démographique, et maintenant il y a l'instabilité politique qui se pose aussi. Il va falloir prendre ce critère en considération. L'accès à un assainissement adéquat est crucial pour la santé publique. On voit ce qui se passe dans les régions de Gaza, il y a des pandémies de choléra, donc l'assainissement est une priorité maintenant pour le développement durable, comme le souligne un rapport basé sur des données récentes de l'UNICEF et la Banque mondiale. L'UNICEF est très active dans les pays du Moyen-Orient. L'accès à l'assainissement dans cette région MENA varie entre 50 et 60%, avec plus de 90% dans les pays riches, comme l'Arabie saoudite, les Émirats, que j'ai visités à plusieurs reprises, et au moins dans les régions conflictuelles, l'assainissement connaît un rapport de 30% uniquement dans ces régions-là, telles que le Yémen et la Syrie. Cet assainissement de base, malgré une augmentation des installations améliorées depuis les objectifs, les OMD, et maintenant il y a les ODD, uniquement 10 pays dans la région MENA n'ont pas atteint ces cibles-là, avec au moins 50% d'accès au milieu rural contre plus de 80% au milieu urbain. Donc on voit cette disparité entre la région rurale et les villes, les métropoles. Il y a malheureusement aussi cette pratique de défécation à l'air libre qui persiste dans des zones rurales, et en fait, ce ratio n'a pas changé. Il est évalué à 20% au Yémen, malgré des progrès dans ce pays, malgré des progrès dans d'autres pays tels que le Soudan en raison des conflits. Les défis clés de la région MENA et les facteurs que nous connaissons sont des facteurs structurels et contextuels. La pénurie d'eau dans cette région, avec 2% de l'eau douce mondiale dans cette région-là, pour 6% de la population mondiale. Ça, c'est les chiffres de la Banque mondiale de l'année précédente, 2024. Donc, cette pénurie d'eau entraîne la gestion des eaux usées. Je pense à la Jordanie, je pense à la Tunisie, un pays qui est très proche à la France, illustre cette contrainte. Ça, c'est le rapport de l'UNICEF qui a été publié en 2022. Les conflits et les déplacements des gens, tels qu'en Syrie, tels qu'au Yémen, ou bien en Libye ou au Soudan, ont détruit les systèmes d'assainissement de ces pays-là. L'économie de Gaza s'est contractée de 86% en 2024, paralysant les services. Ça, c'est la Banque mondiale qui vient de publier ces chiffres-là. Et il y a plus de 17 millions de personnes qui ont été déplacées du fait de la guerre. D'après le rapport du HCR, les camps ne disposant pas de latrines adéquates, alimentant les épidémies de choléra. On sait très bien qu'il y a eu des épidémies de choléra. La solution, c'est par l'assainissement, et c'est la raison pour laquelle il faudrait penser aux défis clés, qui sont des défis qui sont liés à l'urbanisation, aux mégapoles dans la région et aux croissances démographiques. Plus de 65% de la population de la région MENA est urbaine,
submergeant les systèmes, les campements informels au Caire et à Beyrouth déversent des déchets aussi qui sont non traités. Il faut rappeler que le Liban a accueilli 2 millions de réfugiés après la guerre en Syrie, et on sait très bien que la population totale du Liban est de 4,5 millions. Donc 2 millions de réfugiés sur 4,5 millions. Pensez quel est l'enjeu, le grand enjeu de l'assainissement actuellement que le pays du Sèvres encourt. Les disparités économiques, les pays du Golfe financent des services d'assainissement qui sont très avancés, parce qu'ils ont les moyens. Ils ont l'énergie, ils ont aussi les financements requis, tandis que dans la même région, les pays pauvres, en fait, ces pays pauvres n'ont pas les moyens vraiment d'arriver à une situation d'assainissement assez développée. C'est la raison pour laquelle ils viennent taper aux portes de la Banque mondiale, de l'AFD, etc., pour des aides de financement. Les vulnérabilités, les femmes, les filles sont exposées, c'est la notion du genre, aussi à des risques qui sont liés à un mauvais assainissement. Dans certaines régions, 67% vont chercher l'eau pour leurs besoins, en fait. C'est ça la situation actuelle. On voit une autre courbe aussi, qui est présentée par l'UNICEF, les politiques et les investissements de l'assainissement rural pour un pays comme le Maroc, un pays qui n'est pas loin de chez nous, dépasse 75%, et tandis que l'Égypte cible la responsabilité rurale aussi. L'Égypte est loin aussi de développer des systèmes d'assainissement. L'Arabie saoudite réutilise plus de 60% des eaux usées. La technologie d'adaptation, c'est le recyclage des eaux usées en Jordanie et le lavage des mains dans les écoles en Tunisie. C'est l'UNICEF qui pousse pour arriver à un statut donc, de développement pour ces pays-là, visant les jeunes à qu'ils puissent pratiquer des manières plutôt plus hygiéniques, et ce sont des pratiques qui sont très promoteuses actuellement. Le soutien international, le HCR a fourni des services d'assainissement à 116 000 réfugiés syriens au Liban. C'est un modèle qui s'est poursuivi jusqu'à maintenant en 2025 et qui va continuer sûrement, en espérant que ces réfugiés pourraient rentrer chez eux en Syrie. Et puis en Algérie, en Irak, on a eu une réduction des taux de défécation de plus de 5 points depuis 2015. Aussi, ce sont des avancées importantes. Donc la cible de l'ODD 6.2, assainissement universel, exige une multiplication par 13 des services d'assainissement de base et par 23 des services gérés en toute sécurité. Voilà la situation, en fait, qui est vraiment une situation difficile, loin de ce qu'on voit actuellement dans les eaux traitées, les ressources, les usages, les ressources pour l'eau domestique, l'eau pluviale, l'eau industrielle, l'eau agricole, et puis les usages possibles après le traitement. C'est ce que nous visons en tant qu'ingénieurs, c'est ce que aussi les donateurs visent en tant qu'instance de financement, telle que la Banque mondiale, c'est d'utiliser cette eau pour le secteur agricole, d'utiliser cette eau pour le nettoyage des voiries, d'utiliser cette eau pour la défense des incendies. Pourquoi on n'injecte pas cette eau dans des bassines, que les hélicoptères viennent reprendre cette eau-là pour l'utiliser pour les feux de forêt? La création des zones humides et le nettoyage industriel. Donc c'est une eau qui a de la valeur. Vous avez vu les pratiques qu'on fait pour concevoir une station d'épuration. À peu près, la Banque mondiale évalue pour chaque personne, pour un traitement tertiaire, c'est aux alentours de 60 € par personne. Donc ça, c'est l'investissement de la Banque mondiale dans les pays d'Afrique, dans les pays du tiers-monde.
Donc c'est une eau qui a de la valeur économique. Il va falloir l'utiliser. En France, la France a historiquement eu une vision selon laquelle on ne manquerait jamais d'eau en France. Or, avec le changement climatique, on va manquer d'eau. On a vu les conflits qu'on a eus autour des grandes bassines l'année précédente. Et ces conflits qui ont mobilisé d'un côté les agriculteurs, d'un autre côté la population, et d'autres conflits aussi qu'on a eu sur la construction des barrages aussi. Donc on sera impacté, et ce qui va entraîner une gestion un peu plus visionnaire au niveau de l'utilisation de l'eau usée traitée. Cette utilisation de l'eau usée traitée, comme l'irrigation ou bien dans d'autres secteurs, nécessite des lois. Il va falloir donc remobiliser les services législatifs afin de proposer des lois assez performantes pour le développement. La réglementation sur la réutilisation en France, il y a eu de nouveaux décrets qui ont été publiés. Tout d'abord, il y a eu le plan eau du gouvernement du 30 mars 2023. Quand j'ai lu ce plan, j'ai trouvé qu'il y a les 50 mesures qui sont vraiment des mesures très importantes. Mais il va falloir aussi que ces mesures soient officialisées d'une façon officielle, des décrets qui soient publiés afin que ces mesures soient appliquées. Et il va falloir former, il va falloir éduquer, il va falloir faire des programmes de capacity building, renforcement des capacités auprès des jeunes afin qu'ils soient plus sensibles à cette valeur économique de l'eau. Donc les arrêtés que nous connaissons, c'est les arrêtés et les décrets du 28 août 2023 relatifs aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées pour des usages non domestiques. Il va falloir renforcer ce décret pour cibler les usages domestiques. Il faut changer vraiment les mentalités. Le deuxième arrêté en décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des EIT pour l'arrosage d'espaces verts. Et puis l'arrêté du 18 décembre 2023 aussi qui cible l'irrigation de cultures. Donc déjà, il y a un travail à l'amont qui a été fait, mais qui devrait être complété pour essayer d'élargir l'éventail de la REU en France, comme c'est le cas dans les pays européens tels que l'Espagne et tels que l'Italie. Donc il y a des projets de décrets et d'arrêtés relatifs à l'utilisation d'eau impropre, à la consommation humaine pour les usages domestiques. Il y a un arrêté qui est en attente et qui concerne les usages urbains. Donc il y a du progrès qui se fait et nous devrions aussi tous ensemble renforcer ces idées-là afin d'arriver à un moment vraiment d'utiliser cette eau qui se jette dans les cours d'eau et dans la mer. C'est un vrai gâchis. En Espagne, on voit que la réglementation favorise la réutilisation des eaux usées traitées. Au Portugal, aussi, ce pays qui est très proche de nous, aussi établit un cadre juridique strict pour la réutilisation des eaux usées. Il va falloir qu'on puisse voir ces décrets, cette réglementation européenne et s'inspirer afin de la reprendre chez nous. La Pologne n'a pas de législation nationale sur ce sujet. Les Pays-Bas, ils ont publié un décret permettant une réglementation locale basée sur le règlement européen sur la réutilisation de l'eau. Je reviens aux Émirats arabes unis, notamment à Dubaï, qui vise une réutilisation de l'eau à 100% d'ici 2030. Ce que j'ai donné comme recommandation aux dirigeants d'Abu Dhabi, qui sont à Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats, lors d'une conférence que j'ai donnée dernièrement sur la sécurité de l'eau, c'est d'arrêter la construction de ces fontaines gigantesques.
c'est vraiment malheureux. C'est très beau de voir ces fontaines. C'est vraiment quelque chose de très important, mais c'est du gaspillage, tant sur le plan dessalement d'eau, sur le plan énergétique aussi. On ne fait qu'utiliser des combustibles fossiles. Et j'ai donné une recommandation, c'est d'arrêter ces pratiques-là et d'utiliser de l'eau, en fait, usée, traitée, dans ces bassines, dans ces fontaines, et aussi de mettre les énergies renouvelables en priorité. Ne plus pomper dans le sol et utiliser les énergies fossiles. Ça, c'est très important parce que l'empreinte carbone est vraiment très grande dans ces pays-là. Les points clés que je souhaiterais vous présenter pour le secteur urbain. La réutilisation des eaux usées et traitées est freinée par des réglementations. Il va falloir enlever ces freins afin, ces freins sont des complexités d'ordre administratif. Il faudrait donc aller de l'avant pour vraiment étendre l'exploitation de la REU dans tous les pays, et notamment en France. Il va falloir aussi bénéficier de subventions. Le suivi inclut également d'aide à la demande de subventions aux projets de réutilisation, et aussi la réutilisation urbaine se concentre sur les applications spécifiques telles que le nettoyage des rues et des canalisations en remplaçant l'eau potable par l'eau traitée. Donc ça, c'est des points très importants et essentiels à utiliser. Donc, au niveau du territoire, il y a une mise en place assez lente qui nécessite la collaboration de nombreux partenaires et usagers. Il y a une importance de la démonstration. Il faut montrer ce que la réutilisation peut faire. Faire des modèles réduits de stations, leur dire comment on peut bénéficier de cette eau-là dans les secteurs au niveau rural, au niveau des collectivités, et faire un focus sur les régions urbaines, mettre l'accent sur cette approche pour amorcer des transitions pour la réutilisation plus globale de l'eau. Nous avons des exemples et des références en France qui sont maintenant des exemples à suivre dans plusieurs régions, telles que l'île de Ré, et puis dans plusieurs régions en France qu'on pourrait suivre. Quelques références à l'international. Chypre, Nicosie, c'est là où je vis, je partage mon temps entre la capitale de Chypre et la France. Donc nous avons une capacité maintenant maximale de la réutilisation. En Arabie Saoudite, comme je vous ai dit, 45 millions de mètres cubes d'eau par an réutilisés pour l'irrigation. Et en Espagne, plusieurs stations de traitement de faible capacité qu'on utilise aussi pour la réutilisation dans le domaine agricole. Il y a des cas très intéressants qu'on retrouve sur le territoire français, cas des Pyrénées-Orientales. Donc regardez ce cours d'eau, comment il est complètement sec. Avec cette réutilisation, on peut rendre ce cours d'eau sur le plan écosystème en fait plus dynamique sur le plan écosystème. Et c'est comme ça qu'on pourrait répondre aux déficits hydriques locaux sans avoir un impact sur l'écosystème. C'est un exemple à suivre et la station est une station qui se situe à Argelès-sur-Mer. C'est une station en Occitanie qui a été officiellement autorisée par l'État. C'est un exemple vraiment à suivre pour essayer de rendre nos cours d'eau qui sont secs ou qui se sont asséchés à cause du changement climatique, des cours d'eau plus humides. Voilà. Donc, c'est le projet dont je vous ai parlé dans les Pyrénées-Orientales. C'est un projet qui met en boucle pratiquement toute la communauté agricole, la communauté de l'eau, et qui rend aussi en fait l'exploitation des eaux usées à un coût financier assez abordable. 13 millions
d'euros avec un soutien financier de 2 millions d'euros de l'État. Nous avons 600 hectares de terre qui sont agricoles et viticoles qui sont arrosés au goutte à goutte. Donc c'est des exemples à suivre sur tout le territoire en France. Les recommandations, en conclusion, les perspectives. Pour améliorer l'assainissement, c'est des recommandations qu'on peut retenir pour la France et pour la région méditerranéenne, la région MENA. Améliorer l'accès rural, utiliser des techniques peu coûteuses, d'accord, comme le compostage, les toilettes pour les pays du sud-est de la Méditerranée, tels que le Yémen, le Soudan, etc. Améliorer aussi les zones de conflit, réduire, renforcer l'assainissement dans les zones de conflit, étendre les solutions temporaires dans les camps de réfugiés et reconstruire des mini-stations d'épuration dans ces camps de réfugiés afin que l'eau qui sort ne pollue pas les cours d'eau ou bien la Méditerranée. Ça pourrait être le cas de Gaza aussi. Autonomiser les groupes vulnérables, donner la priorité aux installations sensibles, aux gens, augmenter le financement. Il faut tirer parti des partenariats privés et de l'aide de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Et puis enfin renforcer la coopération. Sans coopération, on ne pourra jamais gérer les ressources en eau partagées, sachant que 60%, c'est la raison pour laquelle ce soir je vais parler des conflits sur l'eau, 60% des eaux de surface de la région MENA est une eau transfrontalière. Je vous remercie et j'espère que cette conférence vous a apporté des éléments nouveaux sur la réutilisation. Merci. Bonjour. Après ce panorama international, revenons en local, donc dans notre pays, le pays de Brest. Donc, la société publique locale Eau du Ponant a vocation à être un outil agile au service de ses collectivités actionnaires et cherche à être innovante pour répondre aux enjeux de demain et d'aujourd'hui. C'est pourquoi Eau du Ponant souhaite s'engager dans la réutilisation des eaux usées traitées sur les territoires en particulier de Brest Métropole et de la communauté d'agglomération du pays de Landerneau-Daoulas. Je vais donc vous présenter notre projet sur ce sujet. Donc en effet, ces deux territoires ont la particularité de partager leur ressource principale, qui est les Lornes, qui alimente l'usine de Pont-Arblette, qui alimente 80% des besoins du territoire, et qui a aussi la particularité de permettre la sécurisation en eau potable de l'ensemble du pays de Brest. Dans le cadre d'études menées par Eau du Ponant précédemment, notamment sur l'évolution des besoins en eau sur le long terme, on a mis en avant un risque d'insuffisance de ressources en eau dans les situations futures. Ces études prennent en compte les perspectives de développement du territoire, mais n'intègrent pas les éléments de contexte au niveau du changement climatique et donc de la raréfaction de la ressource qui pourrait s'en suivre. Voilà. Si on met en perspective ce constat avec les enjeux économiques et du territoire, comme l'agriculture, l'élevage, l'industrie agroalimentaire, auquel s'ajoute le contexte d'adaptation au changement climatique, et notamment avec la sécheresse de 2022, cela a mis en avant la vulnérabilité de notre territoire sur notre ressource en eau et de nombreuses des mesures de restriction de consommation d'eau avaient eu lieu à cette période, notamment des interdictions d'arrosage, de nettoyage et des obligations pour les industriels de réduire leur consommation d'eau potable pour préserver la priorité à l'usage sanitaire des habitants. Voilà. Donc, dans ce contexte, il est nécessaire de rechercher des alternatives dans un objectif de protection de la biodiversité aquatique. Donc, pour cela, il faut agir sur nos consommations, réduire nos consommations au niveau de l'eau potable. Il faut agir sur les ressources dans l'objectif de diminuer les prélèvements sur la ressource. Et pour cela, au niveau d'Eau du Ponant, nous, on peut agir sur la performance de nos infrastructures d'eau et notamment la performance des réseaux avec la lutte contre les fuites.
Tout d'abord, faisons un petit rappel sur le cycle de l'eau en local, sur le pays de Brest. Donc la ressource principale, comme précédemment dit, est les Landes, qui est une eau de surface, qui permet d'alimenter l'usine de Pont-Arblède, l'usine de sécurisation du territoire. Une fois l'eau produite et potable, on la distribue, on la transporte au niveau des réservoirs, des châteaux d'eau, qui vont permettre de stocker l'eau au plus près des usagers, avant de la distribuer au niveau des usagers, les particuliers, les industriels. Une fois que l'eau a été utilisée et souillée, elle est collectée par le réseau d'assainissement, puis acheminée via un ensemble de postes de relevage jusqu'aux stations d'épuration. Donc, concernant la station de Landerneau, elle a la particularité de se rejeter dans la partie maritime de l'Élorn. Et sur les stations d'épuration de Brest, elle se rejette directement en milieu marin dans la rade de Brest. Alors, en quoi consiste la réutilisation de l'eau usée traitée? Elle consiste à mettre en place une nouvelle filière complémentaire. Au lieu de rejeter l'eau directement en mer, ça permet de la réutiliser une autre fois pour qu'elle puisse resservir. Voilà. Donc, avec une filière complémentaire, va permettre d'obtenir une qualité supérieure en eau et permettre des usages divers comme l'irrigation, pour bénéficier notamment des nutriments apportés par le rejet de l'eau usée traitée. Va permettre également de l'arrosage d'espaces verts, des stades, du nettoyage de voiries, alimenter des industriels pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable. Également pour nos propres besoins en tant qu'exploitants, on s'occupe de l'entretien des réseaux d'assainissement et donc de l'hydrocurage. Voilà. Cette eau, utilisée une deuxième fois, va être à nouveau captée par le réseau et sera retournée via également une nouvelle fois par les postes de relevage jusqu'à la station d'épuration où elle sera à nouveau traitée. Voilà. Et ainsi de suite. Une partie retournera au milieu naturel et une autre partie pourra être à nouveau recyclée. Au niveau national, le gouvernement a mis en place en 2023 un plan eau 2030 qui vise à établir 53 mesures qui a pour ambition une gestion résiliente et sobre de la ressource afin de garantir pour tous de l'eau de qualité et des écosystèmes préservés. Donc l'ensemble de ces mesures ont pour objectif de massifier la valorisation des eaux non conventionnelles en général et de développer 1000 projets de réutilisation d'eau usée traitée sur le territoire d'ici 2027 et de multiplier par 10 les volumes d'eau usée traitée et produits d'ici 2030. Dans ce cadre, le gouvernement souhaite se focaliser sur la partie littorale avec une action spécifique sur ce sujet. Alors pourquoi réutiliser les eaux usées traitées? Donc la réhute pourra permettre de répondre aux tensions sur la ressource en eau, notamment d'anticiper les sécheresses, de maintenir une activité économique sur ces périodes. Ça permet également de favoriser l'eau potable pour les usages avec des pics de consommation en période estivale lors des périodes touristiques. Ça permet aussi de maintenir de la capacité pour la production d'énergie. Voilà. Ces mesures permettent de réduire un peu les prélèvements sur le milieu naturel et donc de préserver la qualité des milieux aquatiques, notamment en période d'étiage, pour favoriser la biodiversité et améliorer la qualité des eaux de baignade et aussi au niveau des zones de conchyliculture. Ça permet d'anticiper également le développement démographique et économique du territoire pour garantir plus de volume d'eau disponible pour les habitants. Ça permet de s'adapter au changement climatique et puis dans certains cas, dans certaines configurations, ça peut être mutualisé avec des travaux déjà prévus sur les stations d'épuration. Voilà. Alors pourquoi le gouvernement souhaite travailler en priorité sur le parti littoral? Donc en fait, la réhute en zone littorale a de nombreux intérêts. Notamment, ça permet de valoriser de l'eau douce avant qu'elle soit rejetée en mer. Voilà, ce qui permet d'avoir une eau de meilleure qualité. Et vu qu'en mer, après, il s'agit d'un rejet fatal et donc on ne pourra pas la réutiliser directement, sauf à utiliser du dessalement.
Ça permettra de répondre, donc, comme on l'a déjà dit, au changement climatique, de réduire les rejets d'eau usée traitée en milieu marin sensible, et puis de maintenir une activité économique. Voilà. Donc, pour orienter les priorités sur le milieu maritime, le gouvernement a donc lancé un programme d'accélération de la REUT. Pour cela, ils ont missionné le CEREMA et l'ANEL afin de favoriser la mise en œuvre pertinente de la réutilisation des eaux usées traitées sur les territoires du littoral. Il y a notamment le programme d'accélération de la REUT en zone littorale. L'objectif, c'est de faire bénéficier un maximum de collectivités d'un accompagnement pour conduire les études d'opportunité et de faisabilité qui sont nécessaires au déploiement de la réutilisation des eaux usées traitées. Donc, le CEREMA se positionne comme un acteur accompagnant et stimulant sur ce type de projet, grâce notamment à un accompagnement technique dans le montage et le suivi des études, et aussi en mettant en place une animation dynamique et collective des différents territoires lauréats du programme, et de capitaliser les retours d'expérience et de développer des outils pratiques pour les collectivités. Donc, ce programme permet de bénéficier d'un accompagnement à hauteur de 80% de financement grâce à l'Agence de l'eau et à la Banque des territoires sur la France hexagonale, et puis de l'OFB sur la partie dom-tom. Voilà. Donc, Eau-du-Ponant, pour le compte de Brest Métropole et de la communauté d'agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas, est lauréat de ce programme d'accélération. Et donc, on pourra bénéficier de ce soutien technique et financier pour notre projet. Voilà. Donc, cela nous permettra d'engager une réflexion vers un projet de territoire pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et questionner le déploiement d'un service public des eaux usées traitées dans toutes ses composantes. Alors, pourquoi étudier l'opportunité et la faisabilité de la réutilisation des eaux usées traitées sur notre territoire? Donc, en fait, la réutilisation des eaux usées traitées sera comme un nouveau service pour le territoire. Et donc, avant de se lancer dans la mise en œuvre de ce nouveau service, il est nécessaire de se poser un certain nombre de questions, notamment de vérifier l'adéquation, la pertinence de la REUT par rapport à d'autres solutions, par rapport au contexte local. Est-ce que la REUT est pertinente pour le pays de Brest? Quels sont les différents débouchés potentiels, aller à la rencontre des potentiels usagers, et puis d'impliquer dès le début les différents acteurs du projet pour favoriser la réussite de ce projet. Voilà. Dans ce type de projet, il est nécessaire d'avoir une approche intégrée pour travailler ensemble, le producteur, le bénéficiaire, le territoire, afin que chacun puisse trouver des réponses à ses enjeux dans ce projet. Voilà. Donc, l'objectif de l'étude d'opportunité de faisabilité sera de structurer et de formaliser une réflexion en un projet de territoire pour la gestion équilibrée de la ressource et de préparer la construction d'un modèle économique robuste et équitable pour un déploiement opérationnel. Donc, dans notre projet, les parties prenantes qui seront mobilisées comprendront bien sûr les membres du territoire du Pays de Brest. Donc, on aura Brest Métropole, la communauté d'agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas, le syndicat de bassin de l'Énorme, les futurs producteurs-distributeurs que sera Eau-du-Ponant. On ira à la rencontre des différents usagers possibles, donc en particulier les usagers industriels. Donc, pour cela, on intégrera la CCI dans notre projet pour leur connaissance du tissu économique industriel du territoire, et puis aller à la rencontre des industriels pour échanger avec eux directement sur leurs usages de l'eau. On intégrera également les usagers de services publics, comme nos équipes internes pour la partie hydrocurage de réseau, et les services des collectivités du territoire pour tout ce qui concerne l'arrosage d'espaces verts, l'arrosage de stade, et aussi les services de voirie pour les nettoyages de voirie. Voilà. On intégrera aussi dans le projet les services instructeurs dès le début de l'étude, que sont la DDTM et l'ARS, qui sont en charge de l'instruction des dossiers d'autorisation. On intégrera les acteurs institutionnels, donc le CEREMA et le département pour leur appui technique. Voilà. Et en dernier, on intègre également les partenaires financiers, l'Agence de l'eau et la Banque des territoires pour notre cas, pour leur soutien financier.
Donc l'étude d'opportunité se déroulera en différentes étapes. Tout d'abord aura lieu un diagnostic territorial des enjeux d'opportunité de la REUT pour le territoire, puis une évaluation du potentiel de la REUT sur les secteurs qui seront identifiés comme opportuns. Une fois qu'on aura identifié les steps les plus pertinentes, on pourra étudier au cas par cas les différents scénarios qui sont possibles entre le potentiel de gisement, les potentiels d'usage, et puis à partir d'une analyse multicritère, identifier un scénario qui pourra être retenu pour ensuite passer en phase opérationnelle sur la partie dossier réglementaire, conception et réalisation du projet. Donc, dans le détail du diagnostic territorial, l'objectif est donc d'identifier les enjeux du territoire, d'identifier les zones d'usage pour lesquelles la réutilisation des eaux usées traitées pourrait être une solution opportune à mettre en œuvre, ou pas. Il pourrait y avoir aussi des conditions pour lesquelles ce n'est pas opportun. Pour cela, on va faire un diagnostic de l'existant basé sur les besoins en eau actuels, l'analyse de l'état des ressources, et puis également faire le point sur les actions de sobriété qui sont déjà en place. Une fois qu'on intégrera également un volet prospectif pour prendre en compte les trajectoires de développement démographique et économique du territoire, et puis l'impact du changement climatique sur l'état de nos ressources. Cela nous permettra de définir ensuite, une fois qu'on aura défini des critères d'opportunité, de choisir quelles sont les zones où il semble plus pertinent de pousser les études. Et pour cela, sur ces secteurs-là, on pourra faire une étude de potentiel qui permettra de faire le bilan des capacités d'eau potable qu'on pourra substituer pour un usage d'eau usée traitée. Donc à partir des stations d'épuration, définir les volumes qui pourront être réutilisés. Une fois qu'on aura fait des échanges avec les potentiels usagers et les objectifs de qualité qu'ils ont besoin, définir les volumes qu'on pourrait leur apporter et identifier également s'il y a d'autres solutions alternatives. Ensuite, sur l'ensemble des stations d'épuration qu'on aura définies comme opportunes, il faudra qu'on définisse des critères pour les prioriser, définir lesquels on souhaite aller en priorité, notamment par des proximités d'usage, des opportunités liées à des travaux prévus sur ces stations, ou également déjà des initiatives qui sont déjà présentes sur les stations, en termes de réutilisation d'eau usée traitée. Donc sur les stations qu'on aura validées pour pousser l'étude, on fera d'abord une étape de préfaisabilité qui inclura une analyse bénéfice-risque multicritères sur les aspects techniques, économiques, politiques, environnementaux, sociaux, sur chacun de ces sites. Et puis, ça permettra de prendre un temps d'arrêt pour voir si les conditions de mise en œuvre d'un projet REUT sont opportuns pour la suite. Voilà. Ça permettra également d'initier les réflexions sur le mode de gouvernance à mettre en place pour ce type de service. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau service à proprement parler? Est-ce qu'il s'agit d'une annexe du service de l'assainissement? Quel modèle économique il faudrait envisager pour ce service, qui finance les investissements, qui finance les frais d'exploitation, comment cela est valorisé sur les factures des usagers et quelle est la contribution des usagers pour ce service. Et puis garder un parallèle également avec le prix de l'eau pour qu'on trouve un juste équilibre entre les deux solutions. Voilà. Une fois qu'un scénario sera validé, on pourra réaliser les phases d'études de faisabilité à proprement parler, voir la conception technique. Et puis, une fois qu'on aura validé le projet, on pourra passer sur l'élaboration des dossiers réglementaires et les phases de conception et réalisation pour la partie travaux. Voilà. En complément de cette étude très structurée, Audupolon souhaiterait mettre en place une phase d'essai dès cet été sur la réutilisation des eaux usées traitées. Donc on souhaite envisager une expérimentation sur la station d'épuration de zones portuaires et de bois noirs. L'objectif, c'est de mettre en place une unité pilote qui nous permettra d'obtenir une eau de qualité pour les usages. Donc sur zone portuaire, on envisage de faire de l'hydrocurage et sur bois noir, de l'arrosage de stade. Le but, ça va être de pouvoir déterminer quelles sont les données opérationnelles liées à la mise en place d'une unité de traitement, de valider les conditions de mise en œuvre, les qualités d'eau obtenues, de pouvoir vérifier l'adéquation de l'eau obtenue par rapport à l'usage, de pouvoir expérimenter l'usage, impliquer les usagers dans la démarche,
ce qui est un premier pas dans l'acceptabilité sociale du projet, et de pouvoir également faire les bilans économiques pour voir et valider les investissements par la suite. Voilà. En termes de perspective, Eaux-du-Ponant souhaiterait favoriser la réutilisation des eaux usées traitées, notamment par le multi-usage, qui nous semble être la clé pour avoir des projets qui auraient un taux de retour sur investissement plus rapide et donc plus pertinent, et qui permettrait de viser une qualité d'eau meilleure aussi. Plus on a de volume à produire, plus la rentabilité sera là. Voilà. Et dans le cadre de ce déploiement, on souhaiterait mettre en place en fait, un ensemble de stations libre-service à destination notamment des usagers urbains pour les usages d'arrosage d'espaces verts, de nettoyage de voiries, d'hydrocurage. Et puis, si un ensemble suffisant d'industriels serait intéressé par notre solution, pouvoir éventuellement, si les conditions économiques le permettent, déployer un réseau de distribution d'eau usée traitée. Voilà, je vous remercie. En France et encore plus dans le Finistère, on a longtemps pensé qu'on ne manquerait jamais d'eau. Ces derniers jours nous confirment. Et pourtant, la sécheresse de 2022 nous a confrontés, nous aussi, à notre vulnérabilité. Dès lors, la réutilisation des eaux usées traitées est apparue comme une solution toute trouvée, parfois annoncée comme un miracle. Mais est-elle la plus adaptée à notre territoire? Quels sont les leviers et les freins au développement de la REIT aujourd'hui? Quand seulement 1% de l'eau consommée nécessite d'être potable, le débat ne doit-il pas être posé plus largement? Ces questions, nous allons les poser à nos 4 experts que je vais vous présenter. Bonjour, Joseph Leméro, vous êtes vice-président en charge de l'assainissement de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon-les-Maritimes. En plus court, mais pas tant que ça non plus, c'est la CCPCRM. Vous êtes aussi maire de Camaret. Votre territoire a avancé sur la rue grâce à une étude de faisabilité. La même va se saisir Eaux-du-Ponant. Cette étude a débuté donc par un état des lieux du potentiel de la rue. En quelques mots, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette étude de faisabilité, de la première phase? Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, tous les 4 à 5 ans, j'ai été dit, mais je le répète, nous avons une période de sécheresse avec des arrêtés d'interdiction d'arroser les espaces publics. Voilà, même quand on est au bout du monde, en Bretagne, on a des périodes de sécheresse. C'est pourquoi la communauté de communes précise de Crozon-les-Maritimes a pris la décision de lancer une étude. On est un petit peu en avance, 2023-2024, sur la REIT. L'étude est terminée, la première étude vient de se terminer, et donc il y a 3 projets qui ont été retenus. Je vais vous les expliquer rapidement. Alors, c'est le teasing pour la suite. On va présenter les autres intervenants d'abord. À votre droite, Guillaume Fleur, vous êtes chef du service eau et biodiversité de la DDTM, la direction départementale des territoires et de la mer. Vous êtes également animateur de la MISEL, la mission interservice de l'eau et de la nature. La DDTM, son rôle, c'est d'instruire les dossiers réglementaires et de délivrer ou non les arrêtés d'autorisation. Vous en instruisez beaucoup, Guillaume, des dossiers REIT en ce moment? Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à cette rencontre. On n'a instruit aucun jusqu'à présent. Voilà, c'est assez simple comme réponse. Donc, vous avez compris, puisque Fadi Comer il a très bien présenté le cadre réglementaire en France, il y a eu longtemps des freins. Ça se débloque, là ça s'est débloqué récemment, sous l'impulsion notamment du président de la République. Donc maintenant vous mettez en démarche, c'est le sens de l'histoire, et après on viendra pour inscrire tout ça. Donc pour l'instant, on est loin des 1000 projets REIT annoncés d'ici 2030 et 10% des eaux usées traitées comme objectif. Après, vous voyez aussi que ça a été dit, je pense qu'on a certains départements dans le sud de la France qui ont des gros soucis. Comme ce qu'a été dit pour mon voisin de gauche, en Finistère, on a des sécheresses, mais ce n'est pas tous les ans. On voit déjà aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire que depuis 2022, dans l'esprit de certains décideurs, c'est déjà un peu loin, surtout qu'on sort de 2 années humides. 2024 était même très humide au niveau de l'étiage, donc voilà. Dans le Finistère, il y a aussi encore
peut-être entre guillemets un frein culturel encore qui est plus important que dans le sud de la France, où aujourd'hui vous avez des communes dans le sud de la France qui refusent les permis de construire par rapport à des enjeux de quota. Arnaud Fluger, vous êtes le directeur opérationnel et porte-parole d'Eau et Rivières de Bretagne, association de protection de l'eau et des milieux aquatiques. La réussite, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la nature? Ça peut, et ça peut être tout le contraire. Enfin, une des préventions, une des vigilances qu'on a, c'est que cette eau que l'on prélève dans le milieu naturel, jusqu'ici on la rejette dans le milieu naturel, en grande partie en tout cas, et que la réutiliser, ça peut conduire aussi à priver le milieu naturel de ce retour qui parfois fait débit du ruisseau. Donc c'est un sujet qui peut vite être complexe, mais on va y revenir sans doute dans la discussion. Donc Eau et Rivières est assez vigilante pour l'instant sur... C'est ça. Ouais. Jean-François Ménez, directeur de l'innovation à Audikonan, vous ne dites pas autre chose que ça, finalement, avant de mettre en œuvre la solution REUT, qui peut peut-être aussi encourager les économies d'eau. Tout à fait, effectivement. Et donc, le sujet des économies d'eau, c'est effectivement un préalable à cette démarche, dans la mesure où on a bien vu la réalité de l'eau sur les territoires sont différentes. Ce qu'on peut vivre dans le bassin méditerranéen n'est pas du tout ce qu'on peut vivre ici en Pointe-Finistère, malgré effectivement la sécheresse de 2022 qui nous a rappelé qu'on peut être également confronté à ces problématiques de raréfaction de la ressource. Et il faut sans doute reconnaître aussi qu'aujourd'hui, les enjeux d'économie d'eau, on ne les a pas encore vraiment traités en fait. Les solutions doivent s'adapter au territoire. Alors, oui. Et particulièrement au nôtre, entre le milieu urbain et le milieu rural, c'est pas la même chose. Exactement. Effectivement, les solutions doivent s'adapter au territoire. J'aurais aussi tendance à dire que le territoire doit surtout s'adapter à sa ressource en eau. Il y a un vrai enjeu autour de ça. Aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, 18 mars 2025, c'est la journée mondiale du recyclage. C'est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'il se trouve que la ressource en eau est une ressource qui naturellement se recycle, s'inscrivant dans le grand cycle de l'eau, on l'a évoqué en introduction. Donc voilà, elle se recycle, elle transite, et je pense que c'est important d'avoir en tête qu'il ne faut pas se tromper entre la notion d'économie d'eau et la notion de substitution. Aujourd'hui, on a peut-être un peu trop tendance à parler de substitution de ressources avant de parler d'économie. Je pense que c'est un préalable qui est essentiel avant de s'engager dans ce type de projet. La RUT est-elle valable? Quel modèle économique? On a esquissé déjà un petit peu, mais c'est un point crucial, un point fondamental. À la CCPCM, 5 projets ont été présélectionnés. Et avant de parler de ceux qui ont été retenus, j'aimerais qu'on parle de ceux qui ont été écartés. Pourquoi ont-ils été écartés? Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas viables finalement économiquement? Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y avait un projet sur la commune de Pont-de-Buis, et en fin de compte, économiquement, c'était pas viable. Voilà. Il y avait un autre sur la commune du Fou, pour alimenter une centrale à béton. C'est pareil, l'étude économique, sinon on n'était pas bien. Donc il y a 3 projets qui ont été retenus avec cette étude. Je ne sais pas si c'est bon. C'est bien. Très bien. En tout cas, l'étude, avec, donc elle définit 3 projets pour l'instant, mais ça peut évoluer dans le temps, bien sûr. Voilà. Donc, un pour la réussite de la station de Camarie, je vous en parlerai après. Et après, les 2 autres projets, ce ne sont pas des projets de rien, mais c'est quand même pour économiser l'eau, c'est l'utilisation des eaux de vidange de la piscine de Morpeth. C'est quand même un gros volume. Et le dernier, c'est donc l'utilisation des eaux d'une carrière. Voilà. Vous vous êtes rendu compte, M. Léon, qu'il y avait finalement sur le territoire peu de gros consommateurs, industriels ou agricoles, et donc de faibles volumes qui pourraient être utilisés intéressés en tout cas par la REUT. Pour vous, ça reste valable ou pas quand même? Oui, pour nous c'est valable, surtout pour l'instant, je vais en parler tout à l'heure, c'est pour l'arrosage des terrains d'eau. On consomme beaucoup, les espaces publics, et même le curage des réseaux, avec les camions d'eau du plan, chez nous. Et puis alors, je vais quand même dire un petit mot sur l'étude pour mes collègues qui sont intéressés.
L'étude, je parle de ça d'après le contrôle maritime, elle a été subventionnée. C'est intéressant de le dire aussi. Donc il y a 50% par l'agence de l'eau, 20% par le CDI 29, le département, et 10% par la région. Donc oui, il ne reste plus que 20%. C'est quand même intéressant. Et sûrement les travaux aussi après. Sur la steppe de Camarès, ça va donc avoir une borne finalement qui va sortir de la steppe pour les agents de la commune. Je vais être rapide. Juste un petit mot pour la station d'épuration de Camarès. Donc actuellement, nous avons une station d'épuration membranaire et qui arrive donc à saturation. Les membranes ont 15 ans, donc il fallait les changer. Et on a pris la décision de ne plus mettre du membranaire. D'ailleurs, c'est ce qui va se faire de plus en plus dans l'avenir. Et donc, on a pris la décision il y a déjà 3-4 ans donc, de partir sur une station d'épuration à bout activé avec la construction d'un clarificateur. On est en train de construire. C'est le moment ou jamais de penser à la rive. Et de mutualiser les coûts, évidemment. La rive demande quand même des investissements. On le voit, pour peu de volume produit et peut-être peu de consommateurs. Est-ce que l'eau usée ne va pas être plus chère que l'eau dite potable, Jean-François, finalement? Alors, l'eau usée traitée, effectivement. Donc, on l'a vu dans la présentation de M. Comer, la production d'eau usée traitée et sa réutilisation nécessite un affinage du traitement qui impose des traitements complémentaires qui ont également un gros enjeu sur le transport de cette eau usée traitée. Soit l'usager vient chercher à proximité de son lieu de production, soit il faut le transporter cette eau usée traitée jusqu'à son point d'usage. Et au vu, effectivement, parce qu'on pressent qu'il y aura potentiellement peu de consommation, peu de consommateurs, le risque c'est de se retrouver à devoir mettre en concurrence le coût de production de cette eau usée traitée avec effectivement ces faibles volumes vendus, on va dire, et donc de se retrouver potentiellement avec un tarif qui serait rédhibitoire par rapport au tarif de l'eau potable. Et on peut se retrouver à un moment donné effectivement avec des situations d'intérêt économique qui pourraient ne pas être présents pour le consommateur d'eau usée traitée, avec pour le coup, si on a vraiment une volonté de développer cette activité, cette ressource, de devoir potentiellement, pourquoi pas, envisager de ne plus vendre d'eau potable pour certains usages, et donc d'imposer l'achat d'eau usée traitée ou d'autres ressources d'eau non conventionnelle, on y viendra peut-être, parce que je rappelle qu'un service public d'eau potable a l'obligation de couvrir les besoins en eau des ménages et peut alimenter et couvrir les besoins des usagers non domestiques. Donc c'est sans doute une réflexion qu'il faudra qu'on ait à un moment donné si on souhaite voir ce type d'usage se développer sur le territoire. Donc un choix politique. Un des freins régulièrement pointés dans le développement de la REUT, voilà, c'est le moment où je m'adresse au service de l'État, ce sont les exigences réglementaires. L'État se dessert un petit peu avec un nouvel arrêté qui est encore en consultation, mais tout de même, sur les usages urbains et biofuels. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet arrêté et plus largement de la réglementation autour de la REUT? Est-ce qu'il y a un véritable lobbying pour que ça avance encore plus vite? Alors, c'est l'objectif. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement qu'il y ait des textes au niveau national qui soient pris. Donc, ça a été présenté, il y a une diapo par Fadi Comer qui était très complète. Il y a eu d'abord un premier arrêté en juillet 2022 qui a fixé la composition du dossier de demande d'autorisation, puisque cette réutilisation des eaux usées traitées passe par la procédure d'autorisation. Donc, c'est une autorisation qui sera délivrée par le préfet de département. Pas par la DSM, c'est bien le préfet qui signera ou qui signera pas. Et ensuite, il y a eu plusieurs décrets pris en 2023 et 2024 et 2 arrêtés dans la foulée. Un arrêté qui fixe les conditions pour utiliser les eaux usées traitées sur l'arrosage des espaces verts et puis également les terrains de sport avec certaines conditions. Et puis un arrêté également qui concerne l'irrigation agricole. Qui peut nous concerner en Finistère, notamment peut-être par rapport à des séristes. Et comme vous l'avez dit, il y a un projet d'arrêté sur tout ce qui est propriété urbaine, donc tout ce qui concerne les voiries, sans doute aussi l'hydrocurage des réseaux.
Donc aujourd'hui, les collectivités qui portent ces projets doivent s'inscrire dans ce cadre-là. Au niveau des services de l'État, c'est la DTM qui va être guichet unique pour tout ce qui concerne les stations d'épuration d'eau usée urbaines. On n'a pas comme doctrine forcément puisqu'on a eu un dossier. Donc on est un peu comme tout le monde, on va avancer. En tout cas, l'objectif c'est d'être dans une posture d'accompagnement, d'être facilitateur au maximum puisqu'on veut sortir des projets. Les deux enjeux, alors il y a eu le frein historique, culturel, notamment au niveau du ministère de la Santé, beaucoup, puisqu'on a tout mis sur l'eau potable. Il y a une très forte culturellement dans toutes ces procédures-là, et je pense que aussi dans la culture du citoyen français, d'avoir une garantie sécurité sanitaire sur l'eau. C'est ce qui a fait que ça a mis du temps à s'ouvrir. Donc ces verrous ont parti sauter. Donc ce qu'on va regarder concrètement dans ces dossiers de demande d'autorisation, c'est d'une part de bien fixer les responsabilités entre d'une part le producteur d'eau usée traitée et d'autre part l'utilisateur, puisque vous pouvez très bien, alors pour du Ponant et à une gestion assez intégrée des choses, mais vous pouvez très bien avoir un gestionnaire de stations d'eau usée qui n'a pas de traitement tertiaire et qui vend cette eau usée non traitée, totalement traitée, à un autre utilisateur qui va faire son traitement par rapport à des usages. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans la présentation de Duponant, c'est cette notion de service public d'eau usée traitée, qui peut très bien être géré par quelqu'un d'autre que le gestionnaire actuel. En tout cas, si économiquement c'est intéressant, ça va ouvrir des portes. Donc la première chose, c'est cette convention-là, pour bien savoir qui est responsable de quoi. Ensuite, on va regarder tout ce qui est sanitaire. Donc là, concrètement, au niveau de la DTM, au-delà des textes nationaux, on va solliciter l'ARS. Alors dans ce qui est cadre au niveau national, ça va souvent être un avis simple. Mais c'est important aussi que on s'appuie sur nos ingénieurs d'études sanitaires à l'ARS. Et puis on va regarder aussi, et ça c'est pour répondre aussi un peu à ce qui a été soulevé par Arnaud Plugerie, à l'aspect environnemental. C'est-à-dire effectivement, à un moment donné, si on ne rejette plus les eaux usées traitées dans le milieu naturel, mais on les réutilise dans un circuit, dans une économie circulaire, est-ce qu'il y a ou pas un impact sur le milieu naturel? C'est pour ça, et vous l'avez vu dans l'appel à projet national, on s'oriente prioritairement sur les stations d'eau usée qui rejettent en mer, parce que là, effectivement, comme ça a été dit, c'est un rejet fatal. Mais bon, une station d'épuration aussi, plus en amont dans le bassin versant, ça peut être intéressant. Tout ça, ça doit être étudié. Et dernière petite chose, on a surtout mis l'accent sur le fait d'avoir des projets d'eau usée traitée. On va traiter les eaux usées pour avoir un second usage. Dans certains cas de figure, ça peut être intéressant aussi de mettre ces eaux usées traitées à nouveau sur le grand cycle, en amont dans le bassin versant, soit en amont de zones de retenue d'eau brute, soit pour compenser aussi des débits réservés, notamment sur des prises d'eau de surface. Aujourd'hui, quand vous lâchez de l'eau à partir d'une retenue, vous lâchez de l'eau pour prélever de l'eau potable et pour respecter un débit réservé. Si à un moment donné, dans des périodes compliquées, vous voulez économiser de l'eau sur votre retenue en amont, vous pouvez aussi réinjecter votre eau usée traitée en amont sur le bassin versant. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est que vous rejetez tout le volume traité, et pas uniquement, entre guillemets, quelques dizaines de mètres cubes, on se pose la question de la viabilité économique. Vous avez un exemple, par exemple, sur le sud Finistère, je crois, en Pays-Liboudin, où c'est le cas? Aujourd'hui, il y a la communauté de communes Pays-Liboudin Sud qui a une étude aussi en cours d'opportunité un peu de réu. Et aujourd'hui, ce territoire-là a quasiment la totalité de son eau potable qui provient d'une retenue de stockage d'eau brute, qui est la retenue de Moulin-Neuf, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, c'est le Pays-Liboudin Sud, on a toutes les stations d'épuration quasiment qui rejettent en mer. Donc, dans le cadre de cette étude, il se pose la question à un moment de ramener cette eau usée traitée en amont sur leur bassin pour justement, en tant que débit réservé à l'aval du barrage, pour économiser le maximum d'eau. C'est à l'étude pour le moment. On va voir ce que ça donne.
Arnaud Plugerie, d'avoir des contraintes fortes, parce que finalement, c'est pas rassurant pour le consommateur et pour l'environnement. D'avoir des contraintes fortes dans le développement de la technique. Oui, parce que en fait, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, en écoutant tous les propos introductifs, que ça peut donner l'impression ça ne doit pas être un écran de fumée. Je vais l'expliquer. C'est-à-dire que dans les enjeux, on l'a dit tout à l'heure, plusieurs d'entre nous, la REUT, telle que présentée à l'échelle mondiale, elle a sans doute des intérêts beaucoup plus forts dans d'autres régions du monde, et donc elle doit être pensée au regard du territoire. Notre territoire, il est quoi? Il est un territoire dont les enjeux sont peut-être pas dans la hiérarchie de l'action de mettre la REUT en priorité. Avant de répondre à ta question, je vais dire que de notre point de vue, il y a d'autres priorités que d'aller sur la REUT. Je remercie Jean-François d'avoir parlé de la sobriété des usages. On peut parler de la qualité et de l'accès à la ressource. C'est-à-dire qu'en fait, ces 40 dernières années, on s'est privé de ressources pour des questions de pollution. On n'a toujours pas réglé. Et donc, dans ce qui concerne les rivières de Bretagne, avant de parler de REUT, on parle économie d'eau depuis longtemps, parce qu'on est né autour des luttes contre les barrages, parce qu'à une certaine époque, la solution c'était les barrages. Donc de la même façon que les barrages n'étaient pas la solution, ou en tout cas qu'il fallait l'interroger au cas par cas, et ce qui a été fait, la REUT c'est la même chose, c'est-à-dire que ça ne sera pas la solution. Et donc en effet, ça peut être interrogé au cas par cas. Le fait que ce soit bien cadré, c'est plutôt rassurant. Alors je ne peux pas empêcher de faire le parallèle avec l'époque où on a mis un temps fou à attendre les textes du ministère de la Santé sur la réutilisation de l'eau pluviale à la maison. À un moment donné, ça peut être long. Je comprends ceux qui ont né dans le sujet, qui disent c'est quand même cet hygiénisme, elle peut quand même un peu lasser. Mais je reviens donc sur la hiérarchie des priorités. Quand je parle des pollutions, même ici dans la présentation, je suis étonné de ne pas voir que dans l'adaptation au dérèglement climatique, on nous parle d'accès à des nouvelles ressources. Parce que les ressources qu'on a abandonnées dans les années 80 parce qu'elles étaient polluées, beaucoup d'entre elles, on n'y est pas retourné encore. Parce qu'on n'a pas réglé le problème de ces pollutions. Et donc moi, si c'était moi, le pilote, ce qui n'est pas le cas, avant de mettre autant d'énergie, d'études, de diagnostics, et c'est très bien, sur ce sujet-là, j'irais en mettre au moins autant sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ouvrir les captages communaux qui ont été abandonnés dans le territoire du Pays Basque. Je ne doute pas que vous avez ce type de projet aussi dans les cas. Il y a aussi d'autres ressources, d'autres types d'eau non conventionnelles. On a parlé, en presqu'île de Crozon, de la réutilisation des eaux vidanges de la piscine, de la réutilisation des eaux de la carrière d'Agadec qui va servir au service technique de Telbruck. Finalement, l'étude nous a montré que c'était bien d'élargir le périmètre, de ne pas penser que REUT, mais d'aller aussi vers d'autres types d'eau non conventionnelles. Très bien. Si vous permettez, je vais quand même finir ce que je voulais dire sur notre projet de station d'épuration de Camaret. Je vais être rapide, c'est-à-dire juste un petit mot comme ça pour les yeux à notre modeste secteur. Donc la station d'épuration de Camaret, techniquement, va traiter 680 000 cubes d'eau par jour. Les services techniques ont besoin de 1800 cubes par an. Donc vous voyez, c'est une petite partie qui est prise pour nos monsieur également. Voilà. Alors, ce qu'on va faire à la rue de Camaret, on met en place une borne, vous avez présenté tout à l'heure, une borne magnétique. Donc c'est la Comcom qui va prendre en charge. Et donc pour traiter, on a un arrêté préfectoral qui a été pour la nouvelle station d'épuration, donc avec des normes, monsieur. Et en plus de ce traitement, on met en place donc un filtre pour la REUT, donc un filtre à sable, un traitement UV et une chloration avec une cuve de stockage. Donc ça veut dire que les gens qui vont prendre la borne avec une carte pour se servir, donc ils auront encore un traitement encore plus fiable de ces eaux. On va attendre bien sûr les arrêtés du département de la DDTL. Alors oui, je parle un peu de la piscine. De la piscine ou de la carrière? Les deux. Les deux. Voilà. Alors, on commence par la carrière. On va commencer par la carrière. C'est vrai que ça correspond à ce que vous disiez précédemment. Les carrières, il y a énormément d'eau.
Donc en fin de compte, à la carrière de Théo, la carrière de la Galette, pour ne pas la citer, il y a donc une réserve d'eau de 600 mètres cubes, c'est de l'eau naturelle, il n'y a pas besoin de la traiter. Ce qui va se passer, le projet, c'est donc la commune de Théo, qui vont venir pomper pour les services techniques, pour arroser les germains, et puis du nettoyage, donc ils vont venir pomper cette eau-là dans cette eau naturelle. Donc c'est un projet aussi, c'est pas des eaux, ce sont d'autres eaux. Autrement, il y a la piscine. Donc la piscine intercommunale de Crozon, Ouais, c'est ça. qui est située à Morgat. Voilà. Alors la piscine c'est quand même beaucoup plus d'eau, je vais vous donner les chiffres. La piscine de Morgat, c'est donc par an, il vit de 4600 mètres cubes, c'est quand même pas un petit volume. Et en fin de compte, c'est rejeté dans le réseau d'eau usée. Alors, et pour le port de Morgat, il y a besoin pour nettoyer les bateaux, pour les laves de carénage, et également pour arroser les terrains de foot, ils ont environ besoin de 2000 mètres cubes par an. Donc ils vont venir pomper si le projet aboutit dans ce projet d'eau. Les gens se baignent dedans, on va vider dans une citerne à l'extérieur, et donc il y aura un poste de pompage pour venir chercher. Donc après, il faut sur des camions pour envoyer l'eau sur les terrains de foot et arrière le carénage. Mais c'est quand même un volume important d'eau qui est rejeté. En plus, c'est là la station d'épuration. Donc on parle souvent de trop d'eau dans les stations hydrauliques, ça va diminuer la surcharge hydraulique des stations d'épuration également. Voilà. Okay. Ça offre aussi un autre avantage, c'est celui de lever des contraintes réglementaires finalement qui s'appliquent aux eaux usées traitées et pas forcément sur les autres types d'eau non conventionnelles. Et finalement, comme dit M. Le Méron, c'est de réfléchir à la réutilisation avant d'arriver en station, Jean-François Ménès. Oui, dans le cadre réglementaire, comme on a toutes les fleurs, comment il est lié au fait que on dit que la France est le pays natal de Pasteur, donc forcément les risques sanitaires sont pris avec importance. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que le risque sanitaire, il est lié quasiment exclusivement à la pollution bactériologique. Et la pollution bactériologique, elle est liée au rejet de matière fécale dans l'eau que l'on consomme. Les chiffres sont à peu près faux, mais ça donne un ordre de grandeur. On produit environ 150 litres d'eau usée par jour, et ces 150 litres d'eau usée sont pollués par 150 grammes de matière fécale en moyenne par habitant. Et donc, ce qu'on évoque, effectivement, avant de mélanger l'eau avec de la matière fécale, il y a peut-être une partie de cette eau qui est consommée qui pourrait être interceptée. Alors, on parle des eaux de piscine, effectivement, mais c'est sans doute aussi vrai dans les habitations. Dans une sorte de tri sélectif de l'eau avant de la rejeter au réseau d'assainissement. Et effectivement, ça permettrait potentiellement de régler une grosse partie des contraintes réglementaires liées au risque sanitaire. Pour compléter, M. Ménès disait actuellement, dans quelques années, je ne sais pas, au niveau des PLUI, en fin de compte, il y aura, je pense, ça va venir, ça c'est dans quelques années, une obligation de récupérer les eaux pluies. Oui, et puis de les utiliser pour la maison. Ça viendra plus tard, mais ça va venir. Justement, parlons de plus tard, parce que si le potentiel n'est pas forcément là aujourd'hui, il est peut-être à chercher demain. Projetons-nous en Bretagne en 2050, avec un climat qui se rapproche du Portugal. Donc pour certains, ça fait rêver, mais pour d'autres, c'est quand même assez dramatique, avec des sécheresses aiguës qui nous attendent et des épisodes pluvieux intenses. Tout ça avec 260 000 habitants en plus. Des phénomènes climatiques et démographiques qui vont donc peser sur le milieu et sur la ressource. On parle beaucoup de solutions d'adaptation. Guillaume Fleur, la rue en est une, clairement. Oui, il y a deux choses que je voulais dire, et ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est que l'objectif du plan gouvernemental qui a été annoncé par le président de la République en mars 2023, c'est moins 10% de prélèvement sur la ressource. Donc c'est ça l'enjeu de sobriété. Et pour y arriver, il y a plusieurs moyens, et puis ça a été dit par Jean-François Ménès, il y a notamment les économies d'eau, là il y a un gain, et puis ensuite la réhute ou l'utilisation des eaux non conventionnelles, et sans doute également permet aussi de gagner quelques pourcentages pour atteindre ces 10%.
La deuxième chose, c'est effectivement l'effet du changement climatique. Et c'est pour ça qu'il faut préparer, demain se prépare aujourd'hui, parce qu'on a les scénarios médians qui montrent qu'effectivement on va avoir des étiages de plus en plus marqués. 2022 sera plus fréquent et on aura surtout des sécheresses plus fortes que 2022. Et là, à un moment donné, les débits des cours d'eau et le niveau des nappes de nos captages souterrains ne seront pas suffisants. Donc c'est ce qu'il faut arriver à anticiper en Bretagne et en Finistère. Et là, effectivement, la réhute fait partie de la réponse, mais bon, malheureusement, malheureusement, ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'il faudra aussi se poser des questions de la gestion globale et du grand cycle de l'eau sur les bassins versants. Parce qu'aujourd'hui, une des réalités du Finistère, c'est de dépendre, alors je n'ai pas les chiffres exacts, Jean-Marc ou Ambition, il connaissait mieux que moi, mais en période d'étiage, on est à peu près à 80% de l'eau brute qui vient des eaux de surface, et ces eaux de surface qui vont subir des étiages très marqués en 2100. Et l'enjeu, alors, on n'a pas forcément le même enjeu que la région du Ménat, qui concrètement, s'il ne fait pas de réhute ou de choses, n'a pas d'eau. Nous, c'est la survie, la richesse biologique des milieux naturels en Finistère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de l'eau, il y en aura, mais ce sera le choix entre avoir des rivières vivantes, avec un intérêt pour la biodiversité, un intérêt patrimonial, ou avoir des rivières où on prélève toute l'eau. Donc si on veut préserver ce patrimoine biologique en Finistère, il faut à tout prix faire en sorte qu'à un moment donné, on ait un système résilient qui fait qu'on puisse passer plusieurs semaines quasiment sans prélever sur le milieu naturel. Donc l'objectif, il est là. Aujourd'hui, on gère les sécheresses avec des dérogations. Donc comme ça ne se passe pas chaque année, l'effet sur les milieux, on va dire, il se voit plus ou moins et pas forcément trop. Mais en 2100, ce sera plus compliqué. Parce que heureusement, on a une nature résiliente, elle résiste à la pollution, elle résiste à des étiages, mais à un moment donné, on a des milieux qui font qu'on a besoin d'avoir suffisamment d'eau l'été. Là, on sait qu'on aura moins d'eau, ça c'est sûr, et l'eau sera plus chaude. Donc il faut à tout prix raisonner globalement, quoi. Donc la réhute, oui, c'est une solution, mais aujourd'hui, avec le cadre réglementaire qu'on a et les questions qui se posent avec le système économique aussi, parce qu'il faut que ce soit viable, ce ne sera sans doute pas la seule solution. Jean-François Ménès, pour compléter, c'est vraiment là qu'on va voir l'intérêt de la réhute, qu'on ne pourra plus tirer l'eau dans les langues finalement. Effectivement, on sait qu'en cas de sécheresse, on a des restrictions d'usage, et ces restrictions d'usage-là, il y a deux exceptions, en tout cas aujourd'hui. C'est effectivement l'utilisation d'eau pluviale qui aura été stockée en amont de la période de sécheresse, ou effectivement l'utilisation d'eau usée traitée. Voilà les deux exceptions qui permettent de maintenir certaines activités. Alors, celles qui ne sont pas contraintes par les restrictions d'usage par les arrêtés préfectoraux, et des activités qui sont possibles parce que la qualité de l'eau usée traitée, par exemple, serait compatible avec ces usages de l'eau-là, et aussi en intégrant le fait que le risque sanitaire lié à l'utilisation de l'eau usée traitée soit bien pris en compte pour ces usages-là. Et parce qu'il ne faut pas oublier que les autorisations d'utilisation de l'eau usée traitée, au-delà du fait d'être autorisé à produire cette eau usée traitée, on doit être autorisé à l'utiliser. Et ça, c'est lié à chaque usage de l'eau. Et certains pouvons les complètement en tête, c'est-à-dire que chaque utilisateur est autorisé à utiliser cette ressource s'il a bien intégré les risques sanitaires liés à leur utilisation. Et donc, du coup, ça s'anticipe. Et ça, je pense que c'est vraiment le message, c'est de l'anticipation sur l'utilisation de ce genre de ressources pour anticiper les situations de sécheresse qui seront de plus en plus fréquentes dans le futur. Face à un futur qui peut faire peur, qui peut être inquiétant, le mieux c'est certainement de passer à l'action, c'est ce que fait Haut-du-Conan, et c'est ce que propose aussi Eaux et Rivières de Bretagne à travers un projet qui s'appelle Commune engagée pour l'eau. Il s'agit de quoi, Arnaud ?
Oui, alors, en fait, ça va me faire venir à la commune engagée pour l'eau, parce que au final, ce que je réponds à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on pense au Rivière. En fait, au Rivière, et puis globalement, au Rivière, c'est une association de citoyens, pas autre chose. Hein. Les citoyens, ils en penseront que c'est une bonne idée, si et seulement si elle ne sert pas à tenter de maintenir ou voire accroître notre confort hydrique. C'est-à-dire, j'ai vu certaines slides qui m'interrogent. Si demain on fait de la réhute pour aller faire du maïs irrigué en pays de Brest, on aura tous perdu, quoi. Donc il y aura de toute façon ça, et puis l'adaptation passera par plein d'autres choses, et notamment, et là j'en viens à la commune engagée pour l'eau, et c'est un sujet que les acteurs du grand cycle abordent de plus en plus, et y compris, j'imagine, à Haut-du-Ponant, c'est que notre meilleur réservoir d'eau, c'est l'eau qui s'est infiltrée. Et en fait, l'erreur majeure auquel on est confronté aujourd'hui, c'est de penser qu'il suffira de faire des bassines, des barrages, etc. pour régler le problème. Alors même que pendant ces 60 dernières années, on a passé notre temps à accélérer l'écoulement de l'eau en surface. Et donc, on a un devoir absolu de recharger nos nappes, justement en prévention à ces moments qui de toute façon seront compliqués. Et dans Commune engagée pour l'eau, il y a cette idée, dans ce projet qui est avec un financement européen que l'on porte, il y a cette idée que dans des grandes collectivités, il y a des services parfois qui permettent de réfléchir à la fois aux questions de sobriété et aussi aux questions de grand cycle ou au moins de réinfiltration, et que c'est un peu moins vrai dans des petites collectivités qui ont un peu moins de support technique. Et donc en fait ce projet il consiste à essayer d'accompagner une quinzaine de communes sur les 4 départements de la Bretagne administrative pour un accompagnement de sensibilisation à la question des économies d'eau dans les bâtiments publics, dans les écoles, mais aussi avec tous les acteurs qui veulent s'engager sur ces questions-là, parce que finalement, il faut être en mesure de réduire de 10, 20, 30% ces usages sans attendre qu'il y ait un arrêté qui tombe, parce qu'on sera beaucoup plus à l'aise quand on aura fait l'exercice plutôt que de devoir le subir. Et donc il y a cette mise en mouvement, finalement, en assistance, je ne sais pas comment on dit dans les collectivités, en assistance technique, faite par une association. Et puis alors sur le volet sobriété, puis sur le volet aussi, et si on expérimentait un projet de réinfiltration, un jardin de pluie, un parking qu'on revégétalise, ou une cour d'école, et de le faire aussi avec cette idée que finalement il ne faudrait pas qu'il y ait que les métropoles qui puissent déjà réfléchir à ces choses-là. Et on a la chance d'avoir des communes en Finistère qui ont levé la main pour nous dire on veut bien en être. Je pense à Banalec, à Lampol-Ploarzel, plus près d'ici, à Carantec, ou La Roche-Maurice, j'espère qu'ils vont signer. Et puis il nous en reste 4 ou 5 à trouver d'ici la fin de l'année 2025. Donc à la fois c'est aussi un appel, si vous avez vous-même des communes qui ont envie de se lancer dans cette aventure, et vous pouvez prendre contact avec nous. Oui, moi la réflexion qui sort de ce débat, c'est de me dire à quand on va poser aussi les questions à ceux qui consomment, que ce soit les habitants, mais aussi les industriels, parce que même si on a, vous avez parlé beaucoup de sport et de foot, tout ça, je me dis qu'on a une sécheresse qui arrive cet été, on a les eaux usées pour traiter la pelouse d'herbe, mais peut-être il faudra envisager que la saison de foot, elle va commencer plus tard, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même... là, l'eau est rare, donc il faudra bien en discuter aussi. Je pense qu'Haut-du-Ponant sait très bien que cette eau est rare et que tout le monde autour de la table sait très bien que cette eau est rare. Donc je pense qu'il est temps à un moment donné aussi de se poser les bonnes questions avec les habitants, et quel moment on va se dire ça peut-être il faudra qu'on arrête. À quel moment on va dire quelle activité on va dire ça on ne va pas faire, parce qu'on sera obligé d'attendre, justement parce que nos nappes elles doivent se remplir, elles doivent
aussi qu'il y ait une reprise en main. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on discute de ça avec tout le monde. Que là, évidemment, les élus qui sont présents ont discuté sur le SCOT, ils ont discuté sur le PLU, et qu'à un moment donné, on sait que l'été arrive plein d'habitants dans nos communes littorales. Comment on va discuter avec ces touristes pour dire attention à cette eau, on va pas pouvoir effectivement dans certaines communes faire arriver de l'eau de l'Élorne pour qu'ils puissent consommer, prendre des douches à volonté après des bains dans nos mers. Je pense qu'il faudra à un moment donné qu'on se dise, là il faut qu'on s'arrête un peu, et qu'est-ce qu'on fait pour justement pour pouvoir que tout le monde puisse boire de l'eau et que l'on puisse aussi, parce que là je reviens à l'international, quand on regarde vos cartes, on sait très bien que nous allons avoir une population qui va remonter vers le nord. Et donc comment on va accueillir cette population qui va arriver chez nous et comment on va faire justement pour que cette eau soit partagée. Quand on arrive dans des situations de sécheresse, pour ceux qui s'intéressent au code de l'environnement, vous voyez un article où le préfet a le pouvoir de réglementer de manière assez forte les usages de l'eau. Concrètement, on a aujourd'hui un arrêté cadre sécheresse qui fixe des niveaux d'état de la ressource en eau, aussi bien les eaux souterraines que les eaux superficielles. On va surtout sur les eaux superficielles en Finistère pour raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis ensuite il y a une sorte de hiérarchisation des enjeux. On commence par rentrer par la vigilance, donc là c'est un appel au civisme, pour sensibiliser les gens que attention, il faut commencer à économiser de l'eau, commencer à avoir des comportements plus vertueux parce qu'on rentre en sécheresse. Ensuite, à un moment donné, la ressource continue à baisser, donc on arrive à un premier niveau qu'on appelle en général le niveau d'alerte. C'est un premier niveau de restriction des usages de l'eau, donc où là le préfet il vise les usages, on va dire, non prioritaires, c'est-à-dire non sanitaires, non économiques. Donc ça va être, ça a été évoqué, les douches de plage, ça va être l'arrosage des pelouses, enfin voilà, des choses qui ont entre guillemets peu de valeur. Si la sécheresse perdure, on arrive à un autre niveau qui est un niveau d'alerte renforcé, on passe à un nouveau stade de restriction, donc on commence à toucher potentiellement à des usages économiques. Voilà, ça va toucher les garages de voitures, ça va toucher, on va demander des économies d'eau, des restrictions d'eau à certains acteurs économiques, et puis après on arrive au niveau potentiellement de crise, où là on maintient plus que les usages, on va dire, qui permettent d'assurer les services minimums. Ce que je voulais dire par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux activités industrielles, par rapport aussi au changement un peu culturel, aujourd'hui, il y a une prise de conscience au niveau des gros utilisateurs d'eau, parce qu'effectivement, c'est intéressant de faire la réunion sur quelques dizaines ou centaines de mètres cubes, mais si à côté vous avez un gros industriel ou plusieurs gros industriels qui consomment des centaines de milliers de mètres cubes, on en a dans le département, on a quelques consommateurs qui c'est 800 000 mètres cubes par an. Donc au niveau de votre commune, vous avez un projet de réussite avec 600 mètres cubes, c'est très bien, on va l'encourager et tout. Mais si à côté vous avez un industriel qui consomme 800 000 mètres cubes d'eau, avec 800 000 mètres cubes d'eau, si vous faisiez une économie d'1%, vous voyez, vous êtes à 8 000 mètres cubes d'économie. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête, et là je rejoins un peu aussi ce que dit Arnaud Pugerie, côté écran de fumée. Il faut que, ce qui nous manque un peu aujourd'hui, et c'était vrai dans les diapos, ça manque un peu de chiffres. C'est qu'à un moment donné, c'est important d'avoir les volumes en jeu et le coût. Et donc par rapport à ces industriels-là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'engagent dans des plans d'action pour réduire leur consommation d'eau. Parce qu'ils ont compris qu'en période de sécheresse, ils peuvent être impactés. Donc il y a toute une partie sur les installations classées dans les cas de sécheresse. Il y a le fait aussi qu'il faut qu'on sorte, et les collectivités sont en train de le faire, du tarif dégressif pour les gros consommateurs. C'est-à-dire que pendant des décennies, on a quand même eu un prix de l'eau. On disait que quand vous consommez beaucoup d'eau, vous faites un prix plus bas. Parce que quand vous en avez besoin de beaucoup, il ne faut pas que ça vous coûte trop cher. Donc c'est carrément à l'encontre de tout ce qu'on dit depuis 1h30 sur le fait qu'il faut économiser la ressource en eau. Donc là, il y a un gros enjeu un peu politique aussi, de mettre en place des tarifs plutôt progressifs et non dégressifs,
pour faire en sorte que l'industriel il est incité à vraiment à mettre en œuvre son plan d'action d'économie de prix. Là, vous avez gagné des dizaines, voire des centaines de milliers de mètres cubes. Ça se pose aussi la question ensuite de la viabilité économique de tout le système, et ça sera sans doute compensé par l'augmentation du prix de l'eau. Et la deuxième chose, et là je parle sous contrôle de collègue de l'agence de l'eau, Jean-Pierre Roux, dans l'Assemblée. Vous avez entendu parler de la réforme des redevances de l'agence de l'eau, qui rentre aussi dans cette on va dire, cohérence nationale d'aller vers la sobriété. Jusqu'à présent, les industriels étaient plafonnés en termes de redevances à payer auprès de l'agence de l'eau. C'est-à-dire vous consommiez 800 000 m3, vous étiez très fortement plafonné. Aujourd'hui, l'idée, c'est aussi d'avoir une redevance qui, sans plafond, c'est un peu en discussion lors des phases transitoires, mais là aussi, c'est important que, c'est un autre levier, de montrer que l'eau a un coût pour que les gros consommateurs aient vraiment ce travail-là. Et ça, c'est important d'avoir ces chiffres en tête, parce que sinon aussi, on sera un peu à côté de l'objectivité. Bonjour, je représente une association d'usagers et consommateurs. Et comment dire, effectivement, si on veut que tout le monde participe à l'effort, eh bien, comme on vient de le rappeler à l'instant, il faudra mettre en place une progressivité du prix de l'eau et faire en sorte que ceux qui ne font pas attention à leur consommation excessive soient motivés pour le faire. Et donc nous, en tant qu'association d'usagers, on réclame cette progressivité, c'est-à-dire que l'usager lambda, il aurait droit à un tarif en fonction d'une certaine consommation d'eau qui permet de conserver son niveau de confort. Dès qu'il le dépasse, ce niveau de confort, nous on a fait des enquêtes par exemple où on pensait que l'objectif ça pouvait être 25 mètres cubes d'eau par an. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui font des efforts qui arrivent à 10 mètres cubes. Donc peut-être que ce serait dans ces parages-là qu'il faudrait fixer le prix raisonnable qui pourrait ne pas être plus avantageux que celui d'aujourd'hui. Il faut bien que les compagnies continuent à avoir une économie qui ne soit pas déficitaire. Et dès lors qu'on dépasse ces seuils-là, et bien effectivement, que le prix de l'eau il augmente, et on s'aperçoit dans les communes qui l'ont déjà mis en place en France que ça marche. Je vais quand même dire, les collectivités aussi, ils ont un travail important à faire sur les flux d'eau. Il y a une perte d'eau très importante dans la canalisation. Je vais parler pour la petite commune précédemment. Il y a un projet important pour changer les canalisations parce que les tables d'eau sont énormes. Et voilà. Oui, Rivière des Bretelles, je suis représentant des associations environnementales à Haut-du-Ponant. C'était plutôt une question à M. Offler, parce qu'on parle de ressources et de ressources amont. Est-ce que vous avez une idée aussi comment cerner les ressources des captages et des forages privés qui sont utilisés sur l'ensemble du département de la Bretagne? Parce qu'il y a quand même des centaines et des centaines de forages. Pour certains, est-ce qu'ils sont tous bien répertoriés et bien cernés? Parce que là, ça capte directement dans les nappes et on n'a pas trop de recul là-dessus et d'emprise. Alors, sur les forages, effectivement, on en a, je n'ai pas le chiffre exact dans la base du sous-sol du Vergem, mais il y en a des milliers. Il y en a une bonne partie qui est déclarée, autorisée au titre de la loi sur l'eau, mais pas tous. Il y a quelques forages qui sont hors des radars, il faut l'avouer. Donc, on est sur certains bassins versants, notamment sur nos bassins versants du Nord Finistère, les bassins versants légumiers. On sait qu'il y a plutôt une forte pression en termes de prélèvement par rapport aux activités agricoles. On a mené là depuis, ça fait 2 ans, suite à la sécheresse 2022, tout un travail de recensement de tous les prélèvements sur les bassins versants, notamment du Guillec, de l'Orne. Donc c'est un travail de longue haleine. Pour tout vous dire, la gestion quantitative de la ressource en eau en Finistère, ce n'était pas forcément une priorité, c'est service de l'État. Vous savez que historiquement, on a plus concentré nos moyens
notre énergie sur la reconquête de la qualité des eaux. Je ne pense pas que ce soit Rivière qui va me contredire là-dessus. C'était le sujet prioritaire, mais on voit que le sujet de la gestion quantitative est quand même un sujet en Bretagne, du fait qu'on a peu de grandes nappes. Et donc il y a un travail à faire sur cette connaissance des forages. Après, on a pas mal de secteurs où l'existence de forages et de prélèvements d'eau souterraine est plutôt, je pense, compatible avec une bonne gestion de la ressource en eau. Parce que il faut voir que ce qui n'est pas pris dans les eaux souterraines, notamment on a souvent des périodes de nappe haute en fin d'hiver, va être pris sur le réseau superficiel. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir une approche aussi équilibrée entre la gestion des eaux souterraines et la gestion des eaux de surface. En tout cas, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et ça rejoint un peu ce que disait aussi Arnaud Pugerie sur le captage abandonné. Aujourd'hui, on voit sur Quimper, Bretagne occidentale, ils ont tout un travail où ils refont un diagnostic sur tous les captages, notamment ceux qui ont été abandonnés dans les années 80-90, notamment pour des raisons de teneur trop forte en nitrate. Donc il y a un travail à mener là-dessus. Fadi Comer, les derniers mots de cette conférence vous reviennent pour la conclusion. Merci. Alors tout d'abord, c'est un débat qui est très enrichissant. Je pourrais retenir quelques recommandations afin d'établir une démarche pour une gestion circulaire et durable de l'eau. Tout d'abord, la première recommandation, c'est celle que j'ai donnée à Abu Dhabi il y a quelques semaines, c'est investir dans la recherche et l'innovation. Ça, c'est une recommandation très importante. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir trouver de nouvelles filières de traitement des eaux usées. Et on sait très bien que nous sommes les leaders de la gestion de l'eau dans le monde, pas seulement en France. Et ces filières devraient être moins coûteuses. Donc on peut très bien, avec nos universités, nos écoles d'ingénieurs, nos chimistes, nos scientifiques de très haut niveau, investir dans l'innovation et la recherche. Et investir aussi dans les infrastructures. On sait très bien que la France mobilise et utilise 1% de son potentiel dans la réutilisation des eaux usées, tandis qu'en Espagne, ils ont dépassé déjà le seuil de 17%. Donc il va falloir qu'on investisse dans des infrastructures. Il faudrait plutôt créer des filières de traitement et aussi des systèmes d'ingénieurs qui ciblent les petites, moyennes, grandes communes. J'ai vu quelques photos des bois activés, des systèmes de traitement qu'on utilise ici. C'est des systèmes qui sont très importants, qui sont destinés à des villes de grandes communes. Il faudrait penser aux petites communes aussi, des filières un peu plus réduites. Une autre recommandation, c'est renforcer aussi le dialogue entre les collectivités et diversifier aussi les usages de la réutilisation de l'eau usée, sensibiliser, informer, créer des forums comme celui d'aujourd'hui, le répliquer à plusieurs reprises durant l'année afin de vraiment de faire passer l'information au niveau de toutes les classes sociales des citoyens. Ce n'est pas seulement une histoire d'ingénieurs ou bien de scientifiques ou bien de gestionnaires. Tout le monde doit être sensibilisé à la réutilisation des eaux usées et puis encourager les projets locaux, le plan 2023 qui a été lancé par le président de la République qui vise vraiment à développer 1000 projets de réutilisation d'ici 2027. Ça, c'est un projet très important, une initiative très importante aussi, et ciblée, comme je l'ai dit auparavant, toutes les communes. Voilà les quelques recommandations que je pourrais donner dans le cadre de cette journée de l'eau ici à Brest.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci Fanny Comer pour votre venue jusqu'à Brest.